J'aimerais aujourd'hui traiter d'un sujet qui va être, je dirais, des plus impactants sur la capacité à comprendre et se remettre en question en tant qu'homme, même si c'est en réalité applicable aussi dans une moindre mesure aux femmes, mais là principalement je parlais par rapport aux hommes, et notamment dans le lien qu'il y a avec l'ego. L'ego, le grand ennemi dans le sens qui est un filtre qui est au-dessus de notre conscience, qui nous empêche de nous percevoir réellement et justement, qui va nous emmener soit à trop facilement rester campé sur nos positions et donc à avoir du mal à se remettre en question, d'un côté, par moment, soit de l'autre, faire en sorte de nous rendre extrêmement malléables pour obtenir l'expérience charnelle. Et par là, je parle de quoi ? Je parle de faire en sorte de dire oui et de valider ce que disent les femmes, ne pas rentrer en conflit, en opposition avec elles, simplement dans le but d'obtenir l'expérience charnelle. Dans les deux cas, fondamentalement, on est sur deux extrêmes. On a un diatribe qui est clair. On a donc une polarité qui va être active et passive, comme dans beaucoup d'énergies archétypales d'ailleurs, qui, quoi qu'il en soit, va nous emmener à notre perte, d'une manière ou d'une autre. Dans le sens où, si on reste trop campé sur ses positions, ça veut dire qu'on s'empêche d'être ouvert d'esprit et d'obtenir de nouvelles perspectives, alors que littéralement l'éveil de la conscience et une conscience de niveau supérieur va être caractérisé par sa capacité à percevoir la myriade de points de vue, et donc plein de points de vue différents, de différentes cultures, de différentes religions, forcément, différentes personnes. Donc on va venir se limiter. Sans parler vraiment, j'aimerais parler donc un petit peu autre chose, une thématique qui me tient à cœur d'un partie psychologie comportementale, mais sans parler vraiment là des relations d'hommes aux femmes, juste pour cette partie-là, qu'est-ce que ça implique que de camper sur ces positions ? Ça va impliquer de penser que notre perception du monde, donc du réel, va être très ancrée sur le réel. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une grande partie des hommes qui vont se considérer comme pragmatiques, c'est-à-dire à venir comprendre que le monde est ainsi, c'est-à-dire être très terre-à-terre, rationnel, cartésien, et qui va venir justifier leurs propos, leurs pensées par la logique, le bon sens. Et donc venir penser à adosser leur perception sur la perspective, le réel. Là en PNL, en programmation neurolinguistique, on parlerait d'un individu qui pense que sa carte du monde, correspond au territoire, donc au monde réel. Alors que comme on peut le savoir, effectivement, il y a toujours des différences plus ou moins flagrantes entre la carte du monde et le monde réel. Voilà. Qu'est-ce que ça implique ça ? J'ai déjà parlé plusieurs fois aussi de l'aspect solipsiste. Solipsiste, c'est exactement ça, ça veut dire le fait de considérer que notre carte du monde est le territoire. Quelque chose qui va être plus habituellement lié au féminin que au masculin, notamment au travers des cultures, on va dire patriarcales, dans lesquelles on a baigné, et justement de l'absence d'énergie mature, ou pas l'absence, mais disons la présence limitée que d'énergie mature et masculine et féminine. Là, on reste sur quelque chose de très technique. Je vous demanderai de m'excuser par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous pourrez mettre en commentaire, je pourrai y répondre. Parce que là, je déroule ma pensée un petit peu comme ça, en marchant. Mais ce que ça implique, c'est que justement dans cet ancrage par rapport à l'ego et le fait de rester campé sur cette position, on va venir se rapprocher de ce que l'on déteste tant, c'est-à-dire voir un individu en face, notamment une femme, qui va penser que sa manière de percevoir le monde correspond au monde. Et ça, je peux vous dire que ça attriste ou ça frustre plus d'un homme. On va avoir généralement cette réaction quand on voit dans un date une femme qui va penser littéralement que tout tourne autour d'elle, mais à la fois, on va avoir des individus qui vont avoir du mal à se remettre en question et se penser pragmatiques. Voilà. Alors qu'en réalité, on se rend compte d'une chose, c'est que vraiment en fonction de la culture dans laquelle on a baigné et aussi de notre patrimoine génétique, on va avoir des réactions qui vont être complètement différentes, ainsi qu'une compréhension du monde qui va être complètement différente. Vous voyez ? Et c'est tapé par quoi ? C'est tapé par une chose très simple, même si on parle du domaine de la linguistique. Il est communément acquis que à notre monde est associé ou sont associés des mots. Dans le sens que les mots définissent le monde, parce que à chaque chose on associe un mot.
voyez, je vous donne un exemple, si vous rentrez dans une pièce où vous ne pouviez reconnaître aucun objet, c'est-à-dire vraiment une pièce où littéralement il n'y a plus de porte, et toutes les choses que vous voyez, vous ne pouvez pas leur donner de nom, alors fondamentalement, vous seriez complètement perdu. Vous voyez? Donc c'est pour ça que notre ancrage par rapport au réel, c'est la capacité à nommer les choses. Donc là, par exemple, derrière moi, vous voyez ici, j'ai un chemin, j'ai de l'herbe, et en face de moi, si on regarde, j'ai des arbres. Vous voyez? Tac. J'ai des gratte-ciel, etc. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que si jamais je veux faire en sorte de comprendre le monde, ça va dépendre de la manière d'expliquer les mots dans la culture dans laquelle j'ai baigné. Sachant que je parle français, ça va être associé principalement à la culture française et justement au sens des mots en français. Ce qui veut dire que pour un japonais, fondamentalement, la compréhension du monde va être différente, simplement basée sur le sens des mots. Vous voyez? Donc rien que basé là-dessus, juste sur un point de vue purement de linguistique, on peut être sûr et certain que la perception du monde va changer simplement de pays à pays. Vous voyez? Même parfois de région à région. Donc, on ne peut pas s'exprimer ou s'estimer plutôt pragmatique si jamais on ne considère pas l'existence de la multitude de réalités et justement de la divergence d'opinion qui peut s'en suivre par rapport à ça. Donc, et là c'est une question que je vous pose, à vous qui regardez cette vidéo, de manière plus ouverte, comment est-ce qu'on peut venir s'autoriser à juger l'identité de quelqu'un d'autre qui a baigné dans une culture différente, avec un cadre différent, etc. C'est-à-dire que dans les niveaux de conscience, d'ailleurs qui est expliqué par certains chercheurs, notamment dans Hawkins, H-A-W-K-I-N-S, j'essaie de vous mettre aussi la ressource dans la description. Il y a donc des différents niveaux de conscience et le point de passage fondamental entre les niveaux de conscience 6 et 7. 6, c'est une inclusivité radicale, venir accepter tout le monde et comme ils sont. Et pour passer au niveau de conscience 7, ça va être quoi? Ça va impliquer la capacité à donc bien sûr à comprendre tous les points de vue et accepter, et simplement à localiser ou relocaliser les différents individus là où ils doivent être pour créer une harmonie. Vous voyez? Parce que l'inclusivité radicale, ça impliquerait quoi? Ça impliquerait juste l'acceptation pure, simple, de tous. Vous voyez? Ça veut dire que dans une société où on fait vivre littéralement ensemble, sans considérer l'harmonie de la société, on fait vivre ensemble meurtriers, violeurs et individus du quotidien, donc monsieur tout le monde. Ce qui va créer énormément de frustration pour ceux qui justement ne peuvent pas se défendre par exemple, et qui va être un petit peu au plaisir de ceux qui sont capables de se défendre. C'est la loi du plus fort, donc dangereux, et ce n'est pas une harmonie du tout. A l'inverse, la capacité à restituer, disons, chaque individu là où il est censé être, et à percevoir où serait sa place, c'est là le signe du niveau de conscience supérieur, donc niveau de conscience 7. Donc, pour vous donner un petit peu de matière à réfléchir, en tout cas de ce que j'ai pu en comprendre, encore une fois c'est vraiment juste de ma réflexion. L'identité, bien sûr, est fluide. Fluide, pourquoi? Parce que l'identité va dépendre de nos opinions. Les opinions sont constamment en changement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opinion qui va rester indélébile, complète, à jamais, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une opinion dans ce cas-là. À ce moment-là, si on va venir assimiler ça à quelque chose qui va être beaucoup plus ancré, profond, et qui ne va que très rarement changer, mis à part au cours généralement d'un deuil, donc une mort, au cours d'une rupture, ça peut être une rupture amoureuse, ou alors au cours d'une trahison, ça c'est les trois grands aspects. À ce moment-là, ça va être des changements qui vont pouvoir s'opérer, et ça on appelle ça des valeurs. Les valeurs, ce sont les paramètres par rapport à nous qui vont extrêmement rarement changer, donc seulement sous ces conditions-là. Autrement, tout le reste et tout ce qui constitue notre identité
ce sont des éléments qui sont voués à changer. Donc, et je le répète, la question c'est, étant donné que tout est changeant, que rien ne sert de principe, que tout est une question de circonstance, et que chaque individu peut un jour penser une chose, l'autre jour penser autre chose, pourquoi irait-on détester ou rejeter certaines personnes? Ça veut dire on peut ne pas apprécier certains traits. Par exemple, forcément, on peut ne pas apprécier le meurtrier, on peut ne pas apprécier ce qu'il fait en tout cas. Maintenant, la question c'est, peut-on arriver à le comprendre? Peut-on arriver à simplement percevoir la nature de ses actes, percevoir la raison pour laquelle il a fait ça, sans pour autant bien sûr lui enlever le blâme que d'avoir agi au final, mais la capacité en tout cas à venir comprendre les choses ainsi et ne pas s'en offenser, c'est ce qui va nous permettre justement de monter en niveau de conscience et d'arriver à au mieux communiquer avec tout le monde. Vous voyez? C'est-à-dire même si on se trouve face à une personne qui va être antagoniste, même une personne qui va être antagoniste par rapport à nous et nos propres valeurs, on va dire, même certaines croyances qui peuvent toujours être présentes, alors on va être en capacité que de se sentir à l'aise même dans l'antagonisme et réussir à communiquer naturellement avec la personne tout en étant dans le respect. Vous voyez? Et ça c'est la plus grande force, c'est la capacité à communiquer de manière respectueuse, même avec des individus qui viennent, on pourrait dire, nous insulter ou insulter les choses en lesquelles nous croyons. Vous voyez? Parce qu'encore une fois, on provient d'un lieu de compréhension. Et on est dans l'amour. Et non pas dans la peur. Ou dans la haine. Donc c'est là notre grande force. Et le deuxième point que je voulais mentionner, donc là c'est par rapport à la capacité à juste rendre malléable complètement nos opinions, nos principes et venir faire croire que l'on croit en quelque chose ou alors qu'on ne croit pas en quelque chose simplement parce que c'est pratique et ça peut nous obtenir, on pense en tout cas que ça peut nous obtenir l'expérience charnelle, bah c'est bien la preuve que les opinions sont malléables et simplement selon les circonstances. Qu'on va être prêt à rogner notre identité simplement pour obtenir quelque chose de l'autre. Ça c'est valable pour une majorité des gens, vous voyez. Il y aura bien sûr ceux qui seront têtus et qui iront à l'opposé, c'est-à-dire qui ne reviendront jamais sur leurs principes parce que c'est une question de principe. Mais encore une fois, là, vous voyez, on a la polarité donc active-passive, comme je le disais. Ceux qui seront toujours prêts à être malléables simplement pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc la fin justifie les moyens. Et ceux qui seront là, non, mes principes avant tout, j'agis toujours en fonction des principes, la parole fait l'homme, bam bam bam. Il y a, en fait, voilà, les choses sont aussi bonnes que l'on en fait, ou comment expliquer ça? Les choses, things are as good as we make them, and as bad as we make them. Voilà, en anglais, je ne saurais pas le dire en français, mais ça implique simplement qu'il y a du bon dans le fait d'être malléable, ou dans le sens de pouvoir reconsidérer les choses telles qu'elles nous arrivent, et il y a du bon dans le fait d'être plus strict, plus rigide, disons, et de ne pas se laisser challenger ou ne pas se laisser corrompre, on pourrait dire, par des choses qui ne vont pas servir les intérêts de la cause qui nous transcende ou nos propres intérêts. Tant que nos intérêts, encore une fois, sont des intérêts qui sont éveillés. Voilà, et non pas égotiques. Donc il y a ça à garder en tête. Voilà concrètement pour ce sujet qui va être intéressant. C'était beaucoup plus philosophique, psychologique aussi, moins terre à terre que d'habitude. J'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, que je fasse d'autres contenus comme ça, parce que c'est vrai que j'oriente quand même pas mal les vidéos que je fais par rapport aux femmes, comprendre les femmes, séduire, on va dire, les femmes. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai d'autres vidéos de ce style-là, qui sont, je dirais, à un niveau plus avancé, moins tangible, plus abstraites, mais qui moi m'intéressent bien sûr, c'est du contenu, c'est des choses dont je parle forcément avec mes amis notamment, clients aussi. Voilà. Rappelez-vous,
Il y a mon canal Telegram dont le lien est en description que vous pouvez rejoindre pour faire en sorte d'avoir accès à moi plus en privé et notamment de venir entendre des anecdotes un peu plus personnelles dont je ne peux pas parler sur YouTube, ainsi que des analyses plus approfondies de situations réelles. Sur ce, belle journée à vous.